Je vous explique en 2 mots le principe de cette émission d'abord, et puis on verra s'il y a un intérêt quelconque après. S'il n'y a pas d'intérêt, tant pis, on arrêtera, et puis on ira vendre des fraises sur le marché dans le Larzac. Et en tout cas, l'intérêt qu'on essaye d'apporter à cette émission, c'est de pouvoir discuter de façon assez régulière. Alors, on n'a pas défini la fréquence de cette régularité, mais on va essayer de le faire de façon régulière, de sujets maçonniques. Alors, ces sujets maçonniques peuvent être de 2 types, parce que c'est toujours intéressant d'amener un petit peu de diversité. La première, ça va être des sujets dont on va discuter un petit peu en avance ou ensemble sur le moment un thème. Alors, ça pourrait être pourquoi y a-t-il encore une maçonnerie non mixte ? Ça, c'est juste pour qu'on puisse se taper sur la gueule. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui croient dans le grand architecte de l'univers et d'autres non ? Ça, c'est aussi pour qu'on puisse se taper sur la gueule. Et puis sinon, il y aura des sujets type oh, tu as vu ce qui a été publié sur ce dernier blog hier matin, qu'est-ce que tu en penses ? Et donc, on va faire un petit peu un échange entre ces 2 types de sujets, des sujets plus, on va dire, maçonniques, etc. Et puis d'autres qui seront plus de la réaction à de l'actualité. Voilà, en gros. Est-ce que ça te convient comme petit principe, Cédric ? Bien. Ça me va très très bien, et moi ce que j'apprécie aussi par rapport à cette émission, c'est qu'on a décidé de le faire, alors on est au Québec bien sûr, mais on a décidé de le faire le matin, pas le soir quand tout le monde a eu sa journée dans les jambes, parce que je trouve que la discussion du matin c'est très stimulant. Je la commence toujours cette discussion du matin, alors pas avec l'émission puisqu'on vient de la commencer, mais le moment du café, moi avec ma femme, où on démarre la journée et on se parle de tout un tas de choses, ça me met toujours très en forme. Et c'est pour ça qu'on en avait parlé sur le podcast, donc l'émission maçonnique. Ce serait bien le matin. Alors, c'est la raison de cet horaire. Ouais. Écoute, on va voir. Moi, je trouve aussi que c'est très intéressant avant de partir au boulot comme ça. Alors vous, je sais qu'il y en a beaucoup de nos auditeurs qui sont en France, donc pour eux, ça tombe un petit peu en après-midi. Mais comme disait un célèbre animateur français, on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est nous les boss, alors c'est nous qu'on choisit. Voilà. Bon, à un moment donné, il faut savoir être un petit peu dictateur, comme dirait quelqu'un de bien connu de notre obédience. Oui. Alors, en premier thème. Déjà, j'avais un truc que je voulais te demander, tiens Cédric, j'ai lu hier sur iram.be, j'ai lu une nouvelle qui m'a interpellé, en fait un article qui s'appelle « Le pape François est-il un franc-maçon ?» Oui. Tu l'as vu ça ? Donc alors on en avait discuté avec des personnes et effectivement c'est surprenant. Et j'ai pas lu l'article, mais j'ai été interpellé par la question. J'ai pas encore eu la chance d'aller lire l'article, mais je me demande d'où vient cette question. Alors, apparemment quels sont les éléments qui font que on peut se poser cette question ? Alors il existe un podcast sur France Culture, je crois, ou sur un des France Info, je crois, qui s'appelle Complorama. Et c'est un épisode de Complorama qui est donc, comme le nom le dévoile assez facilement, on va dire. C'est l'indice est dans le titre. C'est sur les complots. Et il y a quelqu'un qui dit que le pape François, bien que ayant réaffirmé son interdiction de pratiquer la franc-maçonnerie ou cette secte obscène et luciférienne, serait un franc-maçon. Alors moi, ça me fait rigoler. Moi, c'est le genre de choses qui me fait rigoler. Voilà. Oui, c'est rigolo. En plus, surtout que le pape, en ce moment, il n'est pas vraiment en mesure de pouvoir y répondre, puisqu'il est à l'hôpital. Alors, je crois que on est plus intéressé à son bilan de santé qu'à son parcours maçonnique, mais s'il y en avait un. Mais c'est curieux de mettre le pape là-dedans. Et d'ailleurs, il y en a qui disent que parmi le complot, il serait déjà décédé. Voilà. Alors, je veux pas plomber l'ambiance, c'est pas une question de plomber l'ambiance le matin à 9h, mais il y aurait peut-être un complot au niveau du Vatican maintenant même qui dirait qu'en fait le pape serait déjà passé de l'autre côté. Donc on aurait un pape décédé franc-maçon. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Voilà, bon, ça fait beaucoup pour un pape là, oui, pour une fin de vie, mais regarde. Qu'est-ce qu'on pense du fait aujourd'hui qu'on est quand même en 2025 maintenant, si je ne m'abuse, et on a encore des papes qui interdisent la franc-maçonnerie ? Ça me semble être un peu, désuet aujourd'hui, ces histoires d'interdiction de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas comment me positionner là-dessus. Là. On n'est pas un peu 2 siècles en arrière, là ? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? Ben, écoute, en ce qui concerne les interdictions, il me semble que ça dépasse un petit peu simplement le périmètre juste du pape. Je trouve qu'on est dans une ambiance en ce moment où tout le monde veut interdire plein de choses. Alors, des fois, il faut interdire des choses à juste titre, évidemment, mais je te dirais que on est dans cette période-là.
Et c'est pas étonnant que ça revienne sur le tapis de vouloir interdire la franc-maçonnerie, que ça vienne de l'Église, que ça vienne, je sais pas, d'un parti politique, que ça vienne d'une organisation quelconque. C'est toujours agréable de se réveiller le matin pour certains, de vouloir interdire des choses. Et la maçonnerie fait partie on va dire des top 3 des choses qu'on veut interdire. Ouais. J'ai un petit peu du mal à comprendre je dirais le principe, le but, mais il y en a pour qui c'est important de nous interdire. Est-ce que ça te touche, toi, que le pape te dise que ce que tu fais, c'est mal ? Non, parce que c'est son métier en quelque sorte. En fait, son principe, c'est de dire ce qui est bien, ce qui est mal, avec ses références à lui, avec son conseil d'administration perso. Nous, on en a un autre. Mais bon, en fait, j'aime ça que le pape dise ce qui est bien et ce qui est mal, parce que s'il le faisait pas, je me dirais c'est un faux pape. Il n'a pas compris son boulot. Ouais, c'est clair. Moi, j'aime bien d'une certaine façon parce que bon, moi, je porte pas. Alors, libre à chacun évidemment de faire ce qu'il veut. Moi, je porte pas spécialement dans mon cœur les religions comme ça, surtout celle-ci qui a quand même depuis des millénaires montré son intention on va dire, de conquête et de prosélytisme et de politique. Alors moi, quelque part, ça me fait plaisir quand quelqu'un comme ça que j'aime pas trop me dit qu'il m'aime pas. C'est con, hein. Je sais que c'est très con, mais j'ai un côté comme ça, moi, où je te dis, tiens, tu fais caca dans mon assiette, moi, ça me dérange pas. Moi, je fais caca dans ton assiette, fais caca dans la mienne, ça me pose pas de problème. Presque, ça me conforte dans mon idée. C'est une manière d'aller chercher des confirmations en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Tu trouves une belle confirmation avec ça? Ben oui, je comprends le principe. Alors pour l'assiette, effectivement, l'image, ça parle bien. Ça nous montre bien un petit peu ce que le pape fait, mais le côté bien et mal, on n'arrive pas à s'en dissocier. Et vraiment, je crois que pour revenir à ce que je disais sur le bien et le mal, j'aime ça que le pape le précise, ou le pape ou n'importe quel religieux d'une autre chef d'une autre religion, parce que ça nous situe et les choses sont bien rangées. Ouais. Alors après, bon, d'accord, pas d'accord, ça c'est autre chose, mais je trouve ça intéressant. Ouais, il y a un truc pas mal. Très bien. Bon, bah écoute, en tout cas, on souhaite un prompt rétablissement au pape François s'il est toujours en vie, hein, d'une part, parce que s'il n'est plus, bah, c'est plus compliqué déjà. Tiens, ça me fait penser, est-ce que tu as vu le film qui s'appelle Conclave ? Je l'ai pas vu. Ah, il faut que je l'ai pas vu ce film-là. Ouais. Où est-ce que je peux le voir ? Je sais plus. Est-ce qu'il est en ligne ? Oui, il est déjà sur des plateformes de streaming habituelles. J'ai vu ça, on a regardé ça l'autre jour et j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas le film du siècle, je comprends qu'il n'ait pas gagné plus d'Oscar, mais c'est intéressant parce que ça montre vraiment les coulisses de la réélection d'un pape après qu'un pape soit décédé. Et c'est bien fait, c'est... belle performance d'acteur, et bon, je conseille à tous ceux qui veulent voir comment ça se passe dans la chapelle Sixtine quand ils vont tous s'enfermer à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils aient trouvé qui serait le successeur et qu'ils puissent enfin faire sortir de la cheminée cette belle fumée blanche indiquant à tout Rome que le nouveau pape est appelé à régner. Ça va être d'actualité, alors en fait, c'est un petit peu un tuto le film pour les prochaines semaines. C'est sans doute peut-être un tuto. Mais en tout cas, attention, ne disons pas du mal de notre pape, hein, parce qu'on ne voudrait pas non plus que ça nous attire la poisse, comme des fois que ça marche. Hein, après tout, on doute, nous, mais peut-être que ça marche, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on ne veut pas non plus se retrouver dans la merde plus tard, quoi. Bah, écoute, quand tu dis peut-être que ça marche, quand on est dans le temple parfois, après des semaines houleuses à l'extérieur, avec le travail, avec le quotidien, dans le temple, je retrouve toujours moi une certaine forme de calme, de la sérénité. J'aime beaucoup cette ambiance-là. Et à l'époque, quand j'étais pas encore en maçonnerie, puis que je vivais à Paris, donc avant 2007, quand j'en avais marre, j'habitais à côté de Montmartre et j'allais dans des petites églises du coin et je m'asseyais, puis je faisais une sieste. Et je m'endormais et je faisais des super siestes dans les églises. Alors, cette espèce de sensation de calme et de sérénité, c'est exactement la même que je retrouve, moi, quand je suis dans le temple. Alors, c'est pas les mêmes, c'est comme on dit, 2 salles, 2 ambiances, mais en tout cas, moi, je ressens un petit peu ce même calme, même si je suis pas catholique et que c'est pas mon truc. Ah oui, mais tout à fait. Mais moi, j'adore visiter les églises ou les cathédrales ou les basiliques, par exemple. Je trouve que pour le côté... comment dire, je vais pas employer le mot sacré parce que j'ai pas envie justement de le mettre, ce mot sacré, parce que je pense qu'il n'y a pas de sacralité dans le bâtiment lui-même. Il y a la sacralité dans l'événement que tu veux faire dans ce bâtiment, mais le bâtiment lui-même apporte une forme de...
ça te met quand même dans un état un peu méditatif. Bon, alors aujourd'hui, parce qu'avant c'était pas comme ça, mais aujourd'hui Ouais. en plus c'est silence absolu, tu sais, on court pas, on parle pas fort, etc. Je sais pas comment ça pouvait être perçu d'être au milieu de Notre-Dame de Paris quand il y avait le marché en même temps à l'intérieur de Notre-Dame, quoi. Parce que c'était le bordel dans les églises ou dans les cathédrales avant. C'était un lieu Oui, de vie, c'était un lieu d'activation. tu pouvais rentrer en cheval, t'étais tranquille là, mais Voilà. c'est sûr qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus calme. Mais c'est rigolo parce Oui. qu'aujourd'hui, Mais c'est- on associe à ces églises et à ces cathédrales une dimension comme ça sacrée dans le sens où tu parles pas, tu fais, tu sais, tu fais vraiment vœu de, enfin, tu fais des efforts pour pas faire trop de bruit, quoi. Mais à l'origine, par contre, c'était pas comme ça, quoi. Tiens, sur Apple Non, c'était TV, on pas me comme dit ça. tu peux voir le film sur Apple TV Conclave. Donc, Ah, voilà. d'accord. Merci. Alors, C'est je vais vrai, faire- c'est vrai, Lonely, pardon, Jésus a chassé les marchands du temple. Mais il y en avait quand même pas mal qui ont pas pris ces directives. C'est un peu... Il y en a qui étaient un peu punk à l'époque. Hein. Donc voilà. Ouais. Alors, tiens, dis-moi, j'ai un autre truc qui vient de me tomber sous les yeux, là. C'est un article sur 450.fm, l'un des derniers qui a été publié, qui s'appelle La fraternité universelle. Qu'est-ce que ça t'évoque, Ouais. toi, ce mot, la fraternité universelle? Eh bien, écoute, depuis que je suis en maçonnerie, puis moi, juste pour préciser à tout le monde, ceux qui écoutent, je suis pas en maçonnerie depuis longtemps, ça va faire à peu près 2 ans et demi. La fraternité, c'est la chose la plus compliquée pour moi à comprendre depuis que je suis rentré en maçonnerie. Je travaille fort dessus, je comprends le principe un petit peu comme tout le monde, je comprends, on va dire, le terme de base, je sais ce que c'est que la fraternité, j'ai moi-même des frères et des sœurs, et des personnes avec qui j'ai de la fraternité en dehors du temple. Avant que je sois maçon, donc je comprenais le principe, mais c'est la chose la plus complexe pour moi à comprendre. Pourquoi ? Parce que je cherche un lien chez l'autre qui peut me donner le signal, l'information que je peux être son frère et que je peux lui faire confiance et échanger avec lui comme un frère. Mais comme je le trouve pas tout le temps, ou des fois je le trouve pas sous la forme que je cherche, c'est très complexe à comprendre pour moi. Et j'en parlais avec des personnes qui sont en maçonnerie depuis des trentaines d'années, et il y en a qui m'ont dit qu'ils venaient de le découvrir. Alors, je trouve que c'est un petit peu quelque chose qu'on se répète, qui fait du bien, peut-être un peu comme la méthode Coé, des fois. On est frère, on est frère, on est frère, on se le dit toutes les 5 minutes. Mais c'est très compliqué pour moi à appréhender, puis à m'approprier. Mais je travaille fort là-dessus, et c'est ça que ça m'évoque, la fraternité. Ouais. Quand tu dis la méthode Coé, tu parles pas de l'animateur de Fun Radio Skyrock, là. C'est... Non, je vais pas jusqu'à ce niveau-là. Là, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, ouais. Non, on est pas rendu. La fraternité, c'est un truc que je trouve intéressant. C'est vrai ce que tu dis. Il y a un côté, on en parle beaucoup, on le répète. Alors pour ceux qui sont pas maçons, qui nous écoutent, c'est une des pierres angulaires, comme on dit, de nos principes. Hein. On reprend liberté, égalité, fraternité, bon, la devise de la République, mais en plus, on en fait vraiment. La franc-maçonnerie est censée être une fraternité, quoi. Bon, alors. C'est vrai qu'il y a un côté, c'est pas parce qu'on est initié que tout de suite tout le monde se révèle comme étant notre frère. Par contre, on est censé y tendre. Mais attention, il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est que pour ceux qui ont des frères et sœurs, on n'est pas obligé de bien s'entendre avec ses frères et ses sœurs. On n'est pas obligé d'être en accord, on n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé... Il y a plein de frères et sœurs qui se déchirent. Ça en fait pas moins des frères et des sœurs. Et c'est là que je pense qu'il y a un truc assez intéressant qu'il faut essayer d'appréhender quand on parle de la fraternité maçonnique. Je pense que c'est la même. C'est vraiment, on est dans une relation étroite, il y a un lien entre nous qui nous différencie de la relation qu'on peut avoir avec un étranger qu'on croiserait dans la rue pour la première fois. Donc il y a un lien qui existe, qui est certain, mais ce lien, c'est pas forcément un lien d'amitié, d'amour, c'est un lien fraternel, c'est-à-dire, même si je te déteste, t'es quand même quelque chose à mes yeux. T'as un truc en plus qui est un peu différent. Voilà ce que je dirais pour ce qu'évoque la fraternité. Alors après, ce que je trouve intéressant, enfin je sais pas si t'es d'accord avec ça, Cédric. Oui. Ben écoute, moi j'ai en tout, j'ai pas mal de frères et sœurs, hein, puisque de familles recomposées, donc je parle de frères et sœurs familiaux. Et donc c'est une chose, c'est la famille qu'on
pas la famille qu'on a choisie. Et les frères et les sœurs au temple, c'est la famille que je choisis en quelque sorte. C'est les frères et sœurs que je peux choisir. Et j'adore avoir eu la possibilité d'avoir ce choix, de choisir une famille spirituelle, une famille philosophique, on appelle ça comme on veut. Ouais. J'aime avoir eu ce choix-là. Et c'est une forme de reconnaissance. Et je te rejoins quand tu dis, en fait, peu importe qu'on s'apprécie pas, peu importe qu'on ait des divergences énormes ou pas, on a quand même choisi de se choisir. Et ça, c'est précieux. Mais j'en suis juste là encore. Le côté fraternel où je peux outrepasser, où je peux encore accepter plein de choses, etc., j'y suis pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je peux te donner un petit exemple. Vas-y, ouais. On parle beaucoup de fraternité quand on est en tenue, et certaines personnes prennent la parole pour expliquer ce que c'est. Mais quand vient par exemple le moment des agapes, l'entraide est parfois très très... Il y a des personnes qui n'aident pas, et peu importe leur titre, qu'ils soient maîtres, qu'ils soient au conseil de l'ordre ou quoi, quand ils sont aux agapes, je pense que pouvoir essuyer un bout de table, couper un bout de pain, ça peut être pas mal. Alors, ouais. Je sens des fois ce décalage entre le grand discours sur la fraternité, mais quand il s'agit de nettoyer une assiette, là, non. Et c'est ça avec quoi j'ai encore du mal. Voilà, j'ai du mal avec ça. C'est juste ça. Ouais, c'est vrai, il y a ce côté participatif à égalité. D'ailleurs, on dit toujours, quand, dans le rituel, quand on se fait initier, à un moment donné, on est censé être au même niveau que tout le monde, quoi. C'est ça. Alors, je sais qu'on a des règlements, c'est les apprentis qui font ci, c'est pas les maîtres. Mais écoute, je parlais avec une personne qui est en France, je parlais de ce problème que j'ai, moi, avec une personne qui est en maçonnerie depuis une trentaine d'années. Puis elle me disait, la dernière fois, j'ai fait la vaisselle avec quelqu'un qui est au 33e degré, puis je le savais pas, et puis en fait, il est comme tout le monde. Et ça me plaît, parce que c'est en ça que je peux reconnaître aussi un frère ou une sœur, c'est on va être ensemble dans les bons moments, dans les moins bons moments. Bon, la vaisselle, c'est pas forcément un bon moment, c'est pour ça que j'évoque ça, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que les degrés, c'est quelque chose dont on parle souvent, et puis il y a toujours cette espèce de... Alors déjà, pour tous ceux qui nous écoutent, on parle toujours des grands 33e degrés, mais 33e degré, c'est juste dans un certain type de ce qu'on appelle des hauts grades. Oui. T'en as 99 dans un autre, t'en as... en général, en gros, c'est 6 ou 7... degrés qu'on fait après, ce qu'on appelle des set degrés, on les machin. Mais c'est pas une hiérarchie. Et c'est clairement pas une hiérarchie. Et il y en a effectivement beaucoup qui considèrent que ça pourrait être une hiérarchie. Et je pense qu'il faut vraiment préciser ça. Parce que c'est connu à l'extérieur, comme ça, on dit si t'es un 33e, c'est dire que t'es un boss, que tu connais les secrets, etc. Mais un 33e degré a, d'un point de vue maçonnique, les mêmes droits, la même valeur, la même tout, n'importe quoi que n'importe quel maçon, quoi. Quand tu rentres, on a les 3 premiers degrés que tout le monde connaisse, apprenti, compagnon et maître. Pourquoi est-ce qu'on en a 3? Simplement parce que on veut créer une sorte de parcours initiatique qui va nous permettre d'apprendre lentement par l'expérience. C'est pas qu'il y a des secrets à révéler, c'est juste qu'on veut dans la pratique de la maçonnerie apprendre par l'expérience. Alors par exemple, quand on est apprenti, comme on le sait, on ne doit pas parler. Pourquoi? Pas parce qu'on veut pas nous laisser parler, parce qu'on n'a rien d'intéressant à dire, parce qu'on veut forcer ce nouvel apprenti à apprendre la réflexion, à apprendre l'écoute par l'expérience de ne pas avoir à parler. Ensuite, quand on passe compagnon et quand on passe maître, on progresse encore sur ce chemin-là. On va dire passer de l'initiation jusqu'à la maîtrise, ça prend entre 3 et 6 ans en fonction des endroits où on est à peu près. Et voilà. Mais une fois qu'on a fait ce parcours des 5 premières années, on va dire, voilà, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil et les titres par exemple, quand on fait partie d'une loge au sein du collège, qu'on soit vénérable, qu'on soit secrétaire, qu'on soit expert, qu'on soit surveillant, qui sont des termes qu'on entend souvent quand on s'intéresse à la maçonnerie, ce sont des fonctions, ce sont pas des titres. Et quand on parle de degrés, ce sont pas des titres non plus, ce sont des degrés pour des recherches supplémentaires qui ont été entreprises pour vivre et travailler sur d'autres sujets, mais ça ne donne en rien, à mon sens en tout cas, une supériorité par rapport à d'autres. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je me battrai très fortement.
Mais exactement, c'est ça. Je comprends ce que tu mets en perspective par rapport au degré, puis en fait que ça donne juste accès à parler de certains sujets, à travailler sur certains sujets, puisque ça prend une initiation, ça prend du temps avant de se mettre à table pour pouvoir traiter certaines choses. Ouais. Et ça, je le comprends vraiment. Par contre, je voulais juste dire aussi que je disais, la fraternité, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi à comprendre. Mais je l'ai quand même compris, parce que tu le connais, mais on a un frère qui, l'an passé, a quitté notre temple, car il est parti à l'étranger. Mmh. Et quand il est parti, franchement, ça m'a arraché le cœur. J'étais, mais alors, furieux. Tu sais, on a cette expression, on l'entend souvent, on dit on comprend ce que c'est le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Ouais. Et ben là, j'ai un petit peu compris la fraternité, ce que c'était au bruit qu'elle faisait quand elle partait. Ouais. Parce qu'il est parti et je me suis dit, ah là, il y a quelque chose. Et donc, peut-être que je comprends pas tout avec les principes de fraternelle pour l'instant, parce que je suis que compagnon. Par contre, je le ressens. Je le ressens. Voilà. J'ai juste pas éclairci encore tous les aspects. Bon alors toi, ce frère qui est parti, si tu nous regardes, sache que tu lui as brisé le cœur. Oui, vraiment. Et vraiment, et alors, comme il revient, je suis très content. Voilà, je suis vraiment très très content parce que son voyage à l'étranger, sa quête, on dirait qu'il a trouvé ce qu'il voulait, ou alors qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. En tout cas, il revient. En tout cas, il a envie de revenir. Et puis, en tout cas, il a envie de revenir. C'est peut-être l'appel du barbecue à côté de la piscine, remarque, tu me diras. Oui, les photos, il s'est dit, je préfère être là que dans son autre pays. Ouais, exactement. Bon, c'est bien. Ouais, fraternité, sujet complexe, qui est souvent associé par les complotistes comme étant la raison pour laquelle on fait toute notre petite magouille, parce qu'on est tous des frères, les frères 3 points, comme on dit, alors qu'en fait, vous verriez le nombre de fois où cette fraternité, elle est bafouée à l'intérieur des temples, c'est compliqué. La fraternité, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est un sujet compliqué, et en plus, ce qui est des fois, c'est parce que ma femme me parle de la maçonnerie, puis alors elle me demande alors comment ça se passe, etc. Mais je lui dis écoute, c'est un petit peu comme avec les Schtroumpfs, on répète le mot frère comme les Schtroumpfs répètent les Schtroumpfs, Schtroumpf moi ci, Schtroumpf moi ça, mon frère ceci, mon frère cela. Ouais. On en parle beaucoup, et c'est bien de se le rappeler, c'est bien de l'avoir dans notre rituel à toutes ces lignes, et c'est bien de se le répéter, d'avoir nos formules pour le garder à l'esprit et ne pas l'oublier. Donc ça, je l'apprécie. Mais c'est complexe, c'est tellement complexe, et c'est une pierre à tailler, et j'adore cette pierre à tailler. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Oui, alors, ce qui va m'amener à mon autre point, là, je voulais jeter cette information à ta sagacité et voir ce que tu allais en faire. Sur le site de 450.fm, Franck Foucret, on te salue au passage, il y a une annonce pour une initiative qui existe depuis déjà un certain temps, qui s'appelle le Manoir d'Iram. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler du Manoir d'Iram. Alors, tu iras voir, il y a un site internet pour ceux que ça intéresse qui s'appelle manoirdiram.fr. Et alors le manoir d'Iram est une grande bâtisse, une maison qui est située à la campagne. Alors je ne sais plus exactement où est-ce que c'est. Qui propose des retraites. Je viens de la voir. Ah, tu l'as trouvé. Qui propose des retraites maçonniques. Alors des retraites maçonniques, c'est-à-dire tu as des chambres, un certain nombre de chambres là-bas que tu peux louer, et c'est ouvert aux frères et aux sœurs. Et c'est à toi, merci pour cette précision, Déclanteur. Et donc tu peux aller te recueillir là-bas pour faire une petite retraite maçonnique entre frères et sœurs, et passer un certain temps. Alors ils proposent des séjours de 3 jours, et puis ils proposent des séjours de 5 jours, et tu as un certain nombre de chambres comme ça avec les tarifs que tu peux louer. Et puis évidemment, comme tu es entre frères et sœurs, tu peux te retrouver le soir autour d'un verre légèrement alcoolisé ou non, pour discuter de franc-maçonnerie, de ce que tu veux, etc. Alors écoute, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je vois la bâtisse, je trouve ça très très beau. Et merci de me le partager, parce que je le découvre, et vraiment, j'ai pas du tout pu regarder ça avant. Ouais. Par contre, ce que je vois, et les premières impressions que ça me fait,
c'est que moi j'ai beaucoup travaillé dans le commerce, dans le marketing, et puis je travaille présentement dans le développement personnel. Donc je vois des mots qui sont propres à mon métier dans le développement personnel. Qu'est-ce que je vois? Un lieu très inspirant. Alors l'inspiration, on le voit à toutes les sauces en ce qui concerne le dev perso. Je vois aussi le bien-être et je vois la connexion à soi-même, le cheminement. Donc ça a l'air d'être à première vue quand je regarde, et c'est pas du tout pour dire c'est bien, c'est mal parce que j'en sais rien, mais je vois que c'est peut-être à cheval entre de la maçonnerie puis du développement personnel. Alors je sais pas quel est l'objectif là-bas, je sais pas c'est quoi, mais ça me donne envie d'y aller quand je le vois, parce qu'on dirait un relais château aussi un peu champêtre. Un peu relais château champêtre, ouais. un peu champêtre, c'est-à-dire et puis un relais château champêtre, mais pas parfait, tu sais, pas fait par un décorateur qu'on va voir dans les magazines et puis qui nous ennuie avec ses. Ça a l'air d'être je trouve plus le mot, mais j'aime ça, un peu champêtre. Voilà, ouais. Moi, ça me donne l'impression d'être un endroit dans lequel on mange bien. Oui. Je reviens sur des choses très pratiques, tu sais, et très culinaires comme ça, mais ça me donne l'impression de bien manger là-bas. Alors, on a quelques réactions dans le chat là de Lonely qui dit moi, je trouve que ça fait vraiment secte. Qu'est-ce que t'en penses? Secte, écoute, je le sais pas parce que je suis juste sur la page d'accueil, j'ai rien regardé. Donc je veux pas dire ça c'est une secte ou le manoir d'Hiram parce que je le sais pas. Il faudrait que je regarde. Moi, ce que je trouve, à la première page, c'était ma première impression, ça fait développement personnel, ça fait, en fait, je fais du développement personnel et puis j'essaye d'apporter quelque chose en plus. Alors, il y en a qui le font avec du sport, avec des régimes, etc., avec n'importe quoi. Puis là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un créneau, dev perso plus maçonnerie, dans un espace champêtre, venez, service tout inclus. J'en sais rien. C'est la première chose que je vois. Est-ce que je voudrais me retrouver là-bas avec des frères et sœurs pour passer un bon moment? A priori, quand je vois la photo, oui. Moi, je dis oui, je serais bien là. Oui, je me vois bien là faire des agapes, juste les agapes, tu vois. Juste les agapes. Les agapes le matin, le midi, le soir. Ouais. Ceci dit, le côté secte, je sais pas si on peut parler que ça fait vraiment secte, parce que, ok, j'imagine que Lonely, ce que tu veux dire, c'est, on se retrouve à l'extérieur du temple, on est dans une maison tous ensemble, on discute de trucs, mais à la limite, c'est un peu ce qu'on est en train de faire juste là. On est entre nous, on est en train de discuter de maçonnerie. Est-ce que les discussions iraient plus loin? Pas forcément, donc je sais pas si on peut trouver ça sectaire ou pas. Alors on va inviter Lonely qui va venir nous dire un petit peu ce qu'il en pense et étayer son propos. On va voir en plus si la technique fonctionne. J'ai cliqué sur le bouton mais je sais pas si ça a fonctionné. Attends, je vais recliquer dessus. Parce que je suis pas très fort avec la technique, moi, tu sais, les ordinateurs. Hello. Ah, salut Lonely, comment vas-tu? Ben ça va, vous m'entendez bien? Bah écoute, moi je t'entends super, si tout le monde t'entend bien, c'est que ce système est vraiment une réussite. Alors viens nous expliquer pourquoi est-ce que tu as mis ce commentaire dans le chat en disant que tu trouves que ça fait secte. En fait, c'est à titre personnel, Franck Foucret il fait ce qu'il veut, hein, moi j'ai pas de problème avec ça. Le lieu a l'air très joli, hein, mais moi je vois deux points en fait qui me plaisent pas, c'est justement ce côté retraite spirituelle. Pour moi enfin, dans beaucoup de cas, ça sonne quand même vachement secte. Hein, voilà, c'est le mot retraite qui pose problème. C'est vraiment retraite qui fait un peu comme ça. Pas seulement, et puis faire un lieu de villégiature pour maçon, moi je trouve ça hyper bizarre en fait. Enfin, justement, je défends moi ce qui me plaît dans ce qu'on fait, c'est un certain universalisme. Alors après, voilà, qu'est-ce qu'on met dans ce terme-là, ça pourrait faire l'objet de toute une émission. Hein. Mais voilà, je trouve que se rassembler entre nous, on se rassemble déjà dans nos temples pour les tenues, tu vois. Je trouve que faire un lieu de vacances maçonnique, c'est pas, ça envoie pas le bon message pour le coup. Enfin, tu vois, on se plaint qu'il y a des conspis partout qui nous traînent dans la boue sur plein de sujets. Ne leur donnons pas des arguments supplémentaires de dire oui, les maçons, ils se réunissent entre eux. Voilà, regardez, il y a un château là. Je suis sûr qu'ils font des trucs dans les caves. Enfin, tu vois, moi je trouve que c'est vraiment pas le bon signal à donner, quoi. Ils ouvrent des bouteilles de vin, c'est ça qu'ils font dans les caves. Enfin, mon expérience maçonnique me porte à croire qu'on est très. Je suis bien placé pour le savoir. C'est vrai qu'il y a un côté aussi, c'est le manoir d'Hiram. Peut-être qu'un jour il y aura les croisières d'Hiram, il y aura Hiram à la montagne, Hiram à la plage. Voilà. C'est dans ce sens-là que tu veux dire ? Je vois
je vois surtout à titre personnel une opportunité de faire de l'argent en fait. Tu vois, c'est pas comme beaucoup de choses du bien-être et du développement personnel en général. Hein, Ouais. c'est il y a des gens qui font ça consciencieusement, etc. Mais là, ça sent quand même le marketing maçonnique, voilà, que j'aime pas du tout personnellement. Après, voilà, c'est mon avis. Voilà, si vous pensez autrement, il y a pas de problème. Hein, on reste frères. Non, mais c'est intéressant justement de voir parce qu'il y a un petit côté. Ouais. Je me mets à la place de ceux qui ont lancé cette initiative. Alors bon, je sais pas qui est derrière ça. Je sais que Franck Fouqueret est content d'en parler parce que je l'ai vu parler plusieurs fois de ce projet. Mais je me mets à la place. T'es perdu dans la campagne française. Peut-être que ta maçonnerie se limite à une ou deux loges que tu peux fréquenter, etc. Alors peut-être qu'il y a un intérêt à vouloir proposer un endroit où des frères et sœurs peuvent venir en tant que visiteurs, passer quelques jours, plutôt que d'aller dans un autre hôtel, peut-être pour le même prix, et au moins tu pourras avoir la possibilité d'échanger avec ces personnes le soir autour d'un souper ou avoir quelques conversations comme ça. À ce niveau-là, je comprends que ça puisse être intéressant, tu vois. C'est sûr que si tu habites à Paris, si tu habites à Montréal comme on le fait ici, nous des frères ou des sœurs, on peut en trouver plein. Si on a envie de se réunir pour discuter de maçonnerie quand on est jeune comme nous, c'est-à-dire qu'on a moins de la cinquantaine, on peut aller sur un Discord, on peut faire des lives comme on est en train de faire maintenant, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde va faire. Jeune. Bah bien sûr. Attends, il faut bien s'auto-persuader, tu verras quand tu auras mon âge avancé, et pire, celui de Cédric. Ah, je te dis pas. Je pense qu'on a à peu près le même âge en fait. Hein. Ouais, mais moi je fais plus vieux, c'est sûr. Regarde, j'ai plus de cheveux, moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que j'arrive à comprendre l'intérêt, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'échanger avec des maçons aussi facilement que ce que d'autres pourraient avoir. Par contre, je suis assez d'accord que le côté viens passer une semaine chez nous, tu auras taillé ta pierre un peu plus, tu auras fait au moins 10% de ton introspection. Ça, c'est pas sûr que ce soit... Enfin, je dis pas que c'est le message, hein, mais je pense pas qu'on puisse prétendre y aller dans le but de travailler sur soi, de faire de la maçonnerie. On fait pas de maçonnerie, là on fait pas de maçonnerie non plus, on parle de maçonnerie. Donc voilà, peut-être que c'est à ce niveau-là où on pourrait se dire retraite, c'est peut-être pas le bon mot, peut-être simplement, je sais pas, un hôtel pour les maçons. Enfin d'ailleurs ça existe, hein, parce qu'il y a eu cette initiative, j'ai perdu le nom du livre là, mais il y a un livre qui est publié en France qui regroupe tous les frères et sœurs qui peuvent accueillir chez eux pour passer une nuit ou un repas, les frères et sœurs. Et, oui, c'est une fraternelle qui fait ça. C'est une sorte de fraternelle, oui, j'ai perdu le gîte. Le gîte, ça s'appelle GITE, le gîte. Et bon, on a déjà des moyens comme ça de s'aider dans l'hébergement. Donc peut-être que c'est un peu une déviation de ce truc-là. Je suis d'accord. Pour moi, le mot problématique, c'est le mot retraite qui sonne un petit peu comme ça, très spiritualité, etc. Bon. Ouais. Bah Ludo, pour dire, toi tu dis c'est le mot qui résonne. Moi, le mot qui, quand je vois là, parce que je regarde un petit peu plus la page d'accueil, vivez le cabinet de réflexion. Le cabinet de réflexion, on le vit une fois, et si on le vit une fois, c'est qu'il y a une raison pour ça. Parce qu'on ne repasse pas à chaque fois qu'on va en tenue par le cabinet de réflexion, on y va une fois, point. Et là, si tu regardes, c'est revivez le cabinet de réflexion. Alors, si t'as pas compris la première fois, tu peux revenir, et puis il y a ce côté-là un petit peu, c'est un peu des buzzwords là, des mots clés pour te et le connais-toi toi-même. Bon, ça c'est pareil. Moi, dans le développement personnel, j'ai énormément de problèmes de gens qui appellent pour des choses que j'ai pas le droit de régler parce que les lois me l'interdisent, et puis tant mieux. Avec les conseils de l'ordre des psychologues ici au Québec, on me demande des choses pas possibles, et puis je suis obligé de refuser. Et j'ai toujours du mal à avoir des offres qui te disent que une fois que tu seras passé, tu auras réfléchi, puis ça ira mieux, tu te connaîtras plus, tu seras plus inspiré. Je veux dire, tout le monde cherche à inspirer les gens. Moi, je crois surtout que les gens, ils devraient expirer, parce qu'à force, ils vont finir par imploser. Et quand je vois tout ça, ça me fait un petit peu penser à ce qui m'agace dans mon champ professionnel à moi. Et j'aurais bien apprécié pas le retrouver dans mon champ, on va dire, philosophique, dans ce que j'ai, en fait, qui me permet de m'extraire justement de tout cet environnement pour me retrouver dans un autre contexte. Alors c'est ça, là ça fait, pour moi c'est un croisement d'offres, c'est maçonnerie plus relais, plus gîte, plus retraite, effectivement c'est un peu touffu tout ça, voilà. Bon, alors, c'est un mélange des genres effectivement que je trouve pas très heureux. Voilà. C'est vrai. Mais bon, encore une fois, chacun est libre.
nous ne sommes pas là pour dire aux gens quoi faire, parce que bien que souvent c'est ce qu'on lit à droite et à gauche, on n'est pas là pour détenir une vérité qu'on essaierait d'imposer à tous, contrairement à d'autres organisations. Oui. Donc c'était le petit moment autour de la retraite maçonnique au manoir. Merci Lonely pour ta participation. En plus, ça marche super bien. Je suis très content de ce système. J'aime beaucoup ce que vous faites. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Tiens Cédric, j'ai une phrase pour toi là que je viens de trouver aussi sur ce même 450.fm. Il y a ceux qui croient, ceux qui savent, ceux qui connaissent. Les croyances fragiles repères guident nos débuts. Ouh, attention, je vais répéter cette phrase et après tu vas me dire ce que tu en penses. Oui. Il y a ceux qui croient, ceux qui savent, ceux qui connaissent. Les croyances fragiles repères guident nos débuts. Le savoir nourrit l'expérience, éclaire plus loin, mais la connaissance, du latin comme nascere, est vivante. C'est un jaillissement, une foi douce qui s'impose comme une évidence. Qu'est-ce que tu l'as trouvé à quelle page? À 9h47. Je l'ai trouvé dans l'article... Eh ben, écoute... T'as un article sur 450.fm qui s'appelle Nous sommes tous des imposteurs. Tiens, je vais même Alors ça, je suis d'accord. J'aime beaucoup le titre. Nous sommes tous des imposteurs. Je trouve ça... Tiens, j'ai mis l'article dans le chat. C'est acidulé comme titre. Ouais. Je l'ai mis dans le chat du channel là où on est en train de parler. Ok. Et tu vas voir si tu descends un petit peu... Donc c'est un article qui a été créé par Christian Belloc, qui a été publié le 11 mars 2025, c'est-à-dire voilà 2 jours, dans lequel il dit vers le bas, presque c'est le 3e paragraphe avant la fin, il y a ceux qui croient, ceux qui savent, ceux qui connaissent. Les croyances fragiles repères guident nos débuts, le savoir nourri d'expérience éclaire plus loin, mais la connaissance est vivante. C'est un jaillissement, une foi douce qui s'impose comme une évidence. J'aime bien le mot « s'impose ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors écoute, par réflexe, moi souvent j'essaie de trouver ce qui est pas là. Alors ceux qui croient, ils sont là, ceux qui savent, ils sont là, ceux qui connaissent, ils sont là, et je trouve ça très très bien, et ça fait du sens dans sa phrase. Moi, il me semble qu'il manque une catégorie de personnes là-dedans, il y a ceux qui s'en foutent. Et parce que c'est souvent ceux qui s'en foutent qui peuvent poser problème sur un sujet. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, ceux qui croient, c'est bien, ça veut dire qu'ils ont commencé à faire quelque chose. Ceux qui savent, on dirait qu'ils ont acquis quelque chose. Ouais. Ceux qui connaissent, ils maîtrisent. Et ceux qui s'en foutent, ce serait peut-être les profanes. Des fois, sur un sujet, puis on peut tous être profanes sur un sujet. Moi, il y a plein de sujets sur lesquels je suis profane. Et je trouve que c'est très intéressant comme phrase, mais c'est très bateau. C'est très bateau parce que le problème, c'est... Pour moi, c'est ceux qui s'en foutent, ceux qui ignorent, quand il y a des sujets importants, par exemple. Je pourrais prendre cette phrase et puis la mettre, ceux qui croient, ceux qui savent, ceux qui connaissent, comment être un bon, un bon collègue, un bon père, comment être un bon citoyen, etc. Alors oui, il y a ceux qui croient, ceux qui savent comment être un bon citoyen, ceux qui connaissent, puis ceux qui s'en foutent, et ça c'est un problème. Ouais. Donc il manque ça là-dedans, et ça s'adresse, je dirais, à un public déjà connaissant, déjà conquis, qui va dire oui, je suis d'accord, parce que celui qui s'en fout, s'il lit ça, il aura besoin de lumière, et c'est ça que ça m'évoque. Alors tiens, on va aller un peu plus loin par rapport à ce que tu dis. Là, dans la construction de la phrase, puisque la deuxième partie fait les croyances guident nos débuts, le savoir éclaire plus loin. Donc on lit ça aussi pour à titre personnel, c'est ton parcours sur la connaissance de quelque chose. Tu commences par croire, sans doute, par rapport à un thème ou un sujet donné, par rapport aux préjugés qu'on a, les fragiles repères qui guident nos débuts, je le prends un peu comme les préjugés qu'on peut avoir sur un sujet. Le savoir nourri d'expérience éclaire plus loin, donc c'est-à-dire que quand tu as commencé, toi, à faire l'expérience de la chose, tu peux commencer à en comprendre un petit peu plus la substantifique moelle, et la connaissance jaillit plus tard, c'est une foi douce. Alors le mot foi, c'est compliqué, ça veut dire que tu crois sans preuve, c'est ça la foi, qui s'impose comme une évidence. Alors pour reprendre ce que tu disais, le droit de s'en foutre, est-ce que tu le mets au début de ce parcours par rapport à la connaissance ou tu mets à la fin? Est-ce que tu dirais je peux m'en foutre parce que j'ai fait l'effort de me renseigner et de savoir et de trouver ma position, et ma position ultime c'est de décider de m'en foutre, ou est-ce que tu t'en fous avant de faire tes recherches?
Eh bien écoute, je crois que le droit de s'en foutre, enfin, la condition de s'en foutre, souvent on l'ignore parce qu'en fait il y a plein de sujets, moi, sur lesquels je m'en fous. Parce que j'ai pas d'intérêt. Moi, la physique nucléaire, par exemple, je m'en fous. Là, j'imagine ça doit être passionnant, mais je vais pas me mettre là-dedans. Ouais. Mais il y a d'autres sujets, oui, je m'en fous. Ensuite, j'ai eu une expérience, on dit que l'expérience ça éclaire derrière, pour faire écho à là, qui dit que en fait, dans la phrase ça éclaire plus loin. Mais l'expérience, moi, je trouve que ça éclaire surtout derrière, parce qu'une fois qu'on l'a, c'est comme on n'avait plus besoin de l'avoir, c'est au moment où on avait le problème qu'il fallait avoir l'expérience, mais c'est quelque chose de très compliqué, ça. Mais on s'en fout, je crois que c'est la première étape. Je m'en fous. Ensuite, j'ai un problème. Alors, je suis obligé de croire qu'il y a une solution, peut-être. Je suis obligé d'apprendre, je sais, puis je connais, puis je peux transmettre par la suite. C'est dans ce sens-là que je verrai le cheminement au travers de cette phrase. Mais non, c'est une phrase intéressante. C'est une phrase qui peut coller à notre parcours maçonnique, celui dans lequel je m'inscris, moi en tout cas, en tant que compagnon en ce moment, parce que j'aime bien dire que je suis compagnon, parce que c'est juste ça que je suis. Où est-ce que je pourrais me situer là-dedans? Je pense que je suis entre un petit peu à cheval entre croire, s'en fout et savoir. Voilà, c'est là où je me situerai dans mon parcours maçonnique pour l'instant. Et alors ce parcours maçonnique qui est le tien, qu'est-ce que tu pourrais nous en donner comme je dirais comme impression pour les plus jeunes qui nous écoutent là, parce que on notait tout à l'heure que tes compagnons, ça fait un peu plus de 2 ans que tu es rentré. C'est quoi un petit peu tes expériences après 2 ans? Je vais pas te demander en quoi tu as changé, où ce que tu as appris, mais je vais te demander quelles sont tes impressions après 2 ans de participation assidue, je dirais, aux tenues de ta loge et à ton travail maçonnique. Eh bien, je me suis depuis 2 ans, j'ai quelque chose qui s'aiguise, qui s'affirme, qui se construit. C'est mon aversion pour tout ce qui est métallique, de plus en plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré, de l'idée de laisser nos métaux à l'extérieur du temple. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus d'aversion pour tout ce qui est métallique. Alors, que ça soit à l'intérieur du temple comme à l'extérieur. C'est quelque chose qui s'installe, qui se solidifie. Je m'aperçois aussi, et c'est quelque chose que j'aime, c'est que des fois dans le temple c'est autant le bordel qu'à l'extérieur, et c'est notre côté humain, c'est notre côté authentique qui est toujours là, et qui pose problème quand on est dans le temple, c'est vrai, mais moi j'aime les défauts des gens, c'est quelque chose que j'aime nos défauts, et parce que si j'aimais pas nos défauts, j'aurais pas envie de les travailler, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Ah oui, alors les choses métalliques pour les définir, merci de la question, Noni. On a des questions à l'étude de la loge, par exemple, cette année, et je trouve que les questions sont métalliques dans le sens où elles créent elle crée du conflit. Ce sont des questions qui parlent encore des histoires du Covid, qu'on était enfermé, qu'on n'avait pas le droit, qui parlent comment on appelle ça, quand les gens se radicalisent. Ce sont des questions qui elles sont très clivantes, et pour moi c'est très métallique, et ça va pas forcément aller chercher les meilleures choses chez nous. Et puis moi je peux être très sensible à ça, c'est-à-dire que moi, si on m'amène dans un endroit très métallique, moi j'ai tous les métaux à disposition, je les travaille fort, mais j'ai pas envie de m'en servir, j'ai pas envie de les ressortir. Donc c'est tout ce qui va m'amener à du métal, à quelque chose de combat, d'étincelle, je suis pas intéressé par ça. Et depuis que je suis au temple depuis 2 ans, j'apprécie qu'on repousse ça, et d'être dans cet univers avec notre triangulation de la parole qui apaise, qui calme, et j'avoue que parfois à l'extérieur du temple, ça me manque, la triangulation de la parole, ça me manque terriblement, ça fait défaut dans ma vie profane, enfin dans ma vie, oui, c'est ça, dans le monde profane. C'est vrai, hein. Donc cette chose-là, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. S'il y a bien quelque chose que ça apprend, c'est l'écoute et le respect de la parole, dans le sens où on s'organise, on parle pas tous à la fois. Moi, je vois ça en réunion professionnelle, le nombre de fois où je me dis, purée, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me donne quelques maillets là, et puis que on s'organise pour parler, parce que c'est insupportable.
Ouais, c'est insupportable et c'est un petit peu comme tu sais, des fois, je sais pas, tu as un plat que tu manges toute ta vie, tu te le prépares, puis un jour tu vas dans un resto, puis on te le prépare d'une manière extraordinaire, puis tu peux plus le manger comme toi tu te le prépares, c'est plus possible. Ouais. Tu te dis, mais c'est pas possible, je connaissais pas cette recette, maintenant toutes les autres sont fades. Ouais. Et c'est dans ce sens-là que c'est difficile après. Ouais, c'est ça que j'ai appris. Alors, c'est pas quelque chose qui me pose un problème, c'est quelque chose que je considère et puis qui m'accompagne au quotidien. Alors, mais je sais pas pour les autres, peut-être, qui nous écoutent, si pour eux ils ont le même sentiment. Parce que moi, c'est ce qui m'arrive au bout de 2 ans de maçonnerie. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ah oui, il nous dit, Déclanteur, qu'il a du mal avec les questions à l'étude des loges aussi. Ouais. Mais il y a un point intéressant, remarque, qui a été soulevé dans notre dernière tenue quand on en a parlé de ces questions à l'étude des loges, c'est que le but des questions à l'étude des loges, c'est quand même à l'origine, c'est surtout, enfin moi je connais celle du Grand Orient de France et maintenant celle de là où on est, les questions à l'étude des loges font l'objet d'une diffusion, font l'objet d'une prise de position. C'est l'idée. Oui, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les loges comme un gros réservoir de la pensée où on va balancer une question, on va faire réfléchir des tonnes de personnes qui vont travailler d'une façon maçonnique et on va extraire une synthèse de ces réflexions qu'on va mettre ensuite sous la forme d'une prise de position, d'un texte, d'un livre, n'importe quoi, qu'on va pouvoir mettre à disposition d'experts, du gouvernement, diffuser via le site internet ou n'importe quoi. Donc l'idée, c'est vraiment quand même d'extérioriser une pensée qui aura été issue des loges dans le monde profane, c'est-à-dire par définition de ce qu'on fait, sans en faire des références maçonniques, sans faire une étude maçonnique de quelques symboles ou points de rituel. Donc on ne peut pas vraiment faire une question à l'étude des loges qui soit purement maçonnique non plus, parce que si ça permet d'y travailler d'un point de vue maçonnique au sein des loges, on ne pourrait pas ensuite la diffuser, on ne pourrait pas en transformer une synthèse en une prise de décision. Et c'est vrai que c'est un point que j'ai trouvé assez intéressant qui avait été soulevé, ce qui fait que les questions à l'étude des loges doivent être relativement sociétales pour qu'on puisse en faire une synthèse qui fera la forme d'une diffusion d'un texte ou d'un livre ou d'une émission de radio, etc. etc. Donc c'est peut-être là qu'il y a aussi un truc, quoi. Mais alors c'est dans notre dernière tenue, puisqu'on a évoqué nos questions à l'étude des loges. Moi, c'est dans la formulation des questions. Dans la formulation des questions, c'est ça que je trouve métallique. C'est pas le sujet en soi. Parce qu'elles sont clivantes. C'est un petit peu. Elles sont très clivantes. C'est comme si je te dis, Ludo, Ludo, comment est-ce que tu comptes t'améliorer ? Ça suppose qu'il faut que tu t'améliores sur un sujet. Je sais pas moi, comment tu comptes t'améliorer dans ton travail ? Mais ça se trouve, dans ton travail, tu es déjà très bon. Le fait de te poser cette question, c'est clivant. Et il y a quelque chose qui est pas bon avec ça. Donc c'est dans la formulation de la question, peut-être plus que sur le sujet. Comme toi, j'ai compris l'explication de notre frère qui avait pris la parole à ce moment-là pour dire que on va pas parler du ciseau ou du compas. C'est pas la question d'étude des loges pour le grand public parce que ça les intéressera pas. Effectivement, ils seront peut-être plus intéressés à l'accès aux soins, je sais pas, à la démocratie, etc. Mais c'est dans la formulation de la question. Et c'est moi tout ce qui est fait pour me faire réagir, j'en ai ras le bol. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que Parfait. Bon, bah écoute, mon cher Cédric, on arrive à 10h, c'est-à-dire au terme de cette émission 0, parce que c'est l'épisode 0 de l'émission de midi à minuit. Alors, je te remercie beaucoup d'être venu discuter ce matin. Surtout que je t'en ai parlé littéralement hier après-midi, et ce matin, on est déjà en train de faire le premier épisode 0. Donc je trouvais ça super. Je trouve que d'un point de vue technique, on est bien. Quand l'idée est bonne, faut y aller. Il faut y aller. À un moment donné, il faut pas juste tourner en rond, hein. Et puis il faut savoir passer à l'action, hein. Alors c'est exactement. Alors je remercie aussi tous ceux qui ont participé, qui sont dans le chat, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur le Discord. Et puis laissez surtout des commentaires pour donner votre impression de cette première émission. On va commencer plus sérieusement la semaine prochaine ou même la semaine d'après. On veut faire ça bien. Donc quand on sera prêt, on lancera officiellement la coms pour essayer d'avoir un peu plus de personnes, mais en tout cas c'est l'idée, ça vous donne un aperçu de ce que je voulais essayer de mettre en place avec Cédric et ce dont on avait discuté depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous si vous voulez que d'autres personnes viennent écouter. Et puis on verra quand est-ce qu'on fait la suivante, si on fait ça 3 fois par jour, tous les jours, 7 jours sur 7, ou si on fait un rythme peut-être un petit peu moins audacieux au début, mais on verra ça. Top, plus de live avant du coup, encore merci. Bah oui, on va faire plus de live, parce qu'on va essayer de faire ça régulièrement. Moi je pense qu'il faut faire ça au moins 2 fois par semaine. Mais même au moins 2 fois par semaine, c'est pas mal. Même 2 ou 3 fois par semaine, je pense que ce serait bien, tu vois.
Ouais. On va voir. Oui, et puis, puis ça remplace la discussion le matin autour de la machine à café. Ça remplace la discussion de la machine à café. Voilà. Donc c'est exactement. C'est parfait. Bon, ben merci à tous, merci Cédric. Et puis, ouais, c'est vrai, 3, c'est plus joli symboliquement, t'as raison, on devrait faire 3. Et puis, on se revoit bientôt. Allez, ciao tout le monde, bye bye, il est où mon bouton? Ciao. Ciao.